En décembre 1922 était créée l'Union des républiques socialistes soviétiques, plus connue sous le nom d'URSS, premier État communiste du monde qui deviendra un géant politique, économique et idéologique durant le XXe siècle. En décembre 1991, ce géant cesse d'exister. L'URSS, cette union formée de 15 républiques réparties sur un immense territoire entre l'Asie et l'Europe, cette union qui a été un modèle pour de nombreux peuples à travers le monde, cette union qui fut l'une des seules alternatives crédibles au modèle américain, cette union s'effondre en l'espace de quelques années entre 1985 et 1991, emmenant dans sa chute tout un monde d'idées et de pratiques désormais relégué à un passé parfois décrié, parfois idolâtré. Nous allons essayer ensemble de comprendre comment l'URSS a-t-elle pu s'effondrer aussi brutalement. Notre histoire débute en 1985, précisément le 11 mars, lorsqu'un certain Mikhaïl Gorbatchev est élu secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Cette position est en fait la plus haute fonction de l'URSS, le parti étant l'unique organe politique autorisé et son emprise s'étendant sur tous les domaines de la société et de l'individu. Le Parti communiste a déployé ses ramifications dans toutes les républiques membres de l'Union jusqu'au plus petit échelon local. En politique, au travail, dans sa vie de famille, on ne peut échapper aux regards et aux décisions du Parti communiste. Être secrétaire général de ce parti revient donc à diriger l'URSS. Lorsqu'il arrive à cette fonction, qu'il sera d'ailleurs le dernier à exercer, Gorbatchev est âgé de 54 ans, ce qui est très jeune pour accéder à la plus haute des responsabilités, surtout comparé à la moyenne d'âge des dirigeants du parti qui tourne alors davantage autour des 70 ans. Il succède à Andropov et Tchernenko, deux dirigeants morts quelques mois après leur prise de fonction, dirigeants qui avaient eux-mêmes succédé à Léonid Brejnev, mort en 1982, resté pendant 16 ans au pouvoir. En 1985, l'URSS elle-même se fait vieillissante, et il fallait du sang neuf et une énergie revigorante pour espérer déployer un nouveau souffle sur l'Union qui connaît des difficultés d'ordre économique et sociaux. En effet, le déficit commercial de l'URSS est alors gigantesque. Depuis plusieurs années, l'Union produit de moins en moins sur son territoire et elle se voit obligée d'importer une grande partie de ses matières premières et de ses biens de consommation. La crise pétrolière des années 70 lui a porté un coup dur alors que son modèle d'exportation était surtout basé sur le pétrole. Par ailleurs, le système de redistribution et de planification montre ses limites. Les vivres viennent à manquer et la faim gronde de nouveau. Dans ce contexte difficile, l'alcoolisme est aussi un véritable problème de santé publique qui fait sombrer une partie de la population dans une léthargie dangereuse. Ces difficultés font que l'URSS accumule dans les années 80 un retard économique et technologique qui entraîne une chute de son complexe militaro-industriel et le développement d'une économie informelle qui, en parvenant à compenser partiellement les déficiences du régime, favorise aussi la corruption à tous les étages. Aussi, dès son accession au pouvoir, Gorbatchev se positionne en faveur de réformes de libéralisation et d'ouverture du régime afin de résoudre cette crise socio-économique. Pour mener à bien ce projet, il prend soin d'écarter les dirigeants qui lui sont ouvertement opposés ou ceux qui seraient trop dangereux de par leur influence au sein du parti. Ce fut le cas du ministre des Affaires étrangères en place depuis 28 ans, Andreï Gromyko, connu pour ses prises de position très fermes à l'égard de l'Occident, remplacé par le premier secrétaire du Parti communiste géorgien. L'ouverture et la libéralisation sont donc pleinement engagées. Ces réformes sont connues sous le nom de perestroïka pour l'ouverture économique et de glasnost pour la libéralisation politique. Elles sont assumées et lancées rapidement, les conservateurs, ceux qu'on appelle aussi la nomenclatura du parti, n'ayant que peu le temps de s'organiser pour s'y opposer. Voyons maintenant ce qui se passe en dehors de la politique interne du parti, au sein des territoires de l'URSS. Car en effet, 1986
est l'année où les volontés d'indépendance des républiques soviétiques s'affirment. Alors que l'URSS connaissait des problèmes d'ordre économique et sociaux, elle doit désormais faire face à la montée des séparatismes et à la remise en cause de son pouvoir central, incarné par le Parti communiste. Parmi ces revendications, les plus précoces sont celles des républiques baltes, qui avaient été intégrées de force à l'URSS en 1944, après la victoire sur l'Allemagne nazie. C'est en actuelle Lettonie que débute le mouvement indépendantiste. Par exemple, lors de ce concert de rock le 26 décembre 1986, après lequel plusieurs centaines de jeunes entonnèrent les premiers slogans séparatistes. La Russie soviétique dehors, la Lettonie libre. Pour le parti, c'est un aveu d'échec face au modèle américain, dont l'influence devient grandissante dans cette région de l'URSS. Il faut réagir, par la force s'il le faut, car si le parti laisse s'exprimer librement ce genre d'idées, le risque est celui d'une propagation à l'ensemble des républiques soviétiques. Ce même mois de décembre 1986 avait eu lieu une autre révolte contre le pouvoir soviétique en Asie centrale, au Kazakhstan pour être précis, où les manifestations se transformèrent en troubles civils à la suite du remplacement du secrétaire du Parti communiste du Kazakhstan, membre de l'ethnie kazakh, par un russe. Les revendications politiques se superposent désormais avec des revendications ethniques. Cette grande famille communiste qui devait traverser les frontières entre les peuples est remise en cause par des minorités qui se sentent écartées du pouvoir du fait de leur origine, de leur langue et de leur culture parfois très éloignée de la culture russe. Et puis, comment ne pas mentionner en cette année 1986 cette catastrophe qui ébranle l'URSS et toute l'Europe en ce mois d'avril, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu en actuelle Ukraine. Cet événement met à mal le principe de glasnost, celui de la transparence politique, car le parti souhaite garder sous silence un certain nombre d'informations sur les causes et la dangerosité de l'explosion. Le risque d'une remise en cause du modèle énergétique de l'URSS et des technologies autour de l'atome est trop grand. Il s'agit aussi de ne pas perdre la face et de ne pas avouer de défaillance. Pourtant, Gorbatchev fit ici le choix de la transparence et s'attira de nouveau les foudres des conservateurs, ceux-ci estimant qu'il mettait en danger l'URSS par ses déclarations publiques. Mais en 1987, la libéralisation se poursuit tout de même. Plusieurs prisonniers politiques enfermés depuis des années pour opposition manifeste au parti sont libérés. Le débat et la critique ne sont plus tabous, et la remise en cause de la politique pratiquée par le pouvoir central commence à être acceptée. C'est une transformation politique majeure dans un pays où la propagande et la manipulation des masses fut à la base de la légitimité du parti. En 1987 émerge aussi une figure politique de première importance dans l'effondrement de l'URSS, celle de Boris Yeltsin, alors nommé chef du Parti communiste à Moscou, qui applique avec assiduité les réformes libérales engagées par Gorbatchev. Yeltsin estime même que la libéralisation n'avance pas assez vite, et il donne sa démission dès le mois de septembre, marquant ainsi le début de sa rivalité avec Gorbatchev et sa prise de position en tant que rebelle anti-establishment et anti-nomenclatura au sein du parti. En dehors des affaires internes du parti, les troubles s'intensifient dans les territoires des républiques soviétiques. Dans les pays baltes, d'abord, les manifestations et revendications d'indépendance se poursuivent, notamment à l'occasion de la commémoration de la déportation des Lettons par Staline en 1941. En Estonie, les premiers mouvements indépendantistes débutent dans les mines de phosphate. Le drapeau tricolore, bleu, noir et blanc, est affiché publiquement pour la première fois depuis des décennies. En Lituanie également, les premières manifestations ont lieu autour de la Ligue pour la liberté de la Lituanie. L'URSS est mise en difficulté dans cette région clé pour son accès à la mer Baltique et ses frontières avec l'Europe de l'Est. Mais ce n'est pas tout, car dans le Haut-Karabagh, région du Caucase au sud-ouest de la Russie, la communauté arménienne revendique elle aussi des droits nationaux et des droits politiques. Elle est opposée à la communauté d'Azerbaïdjan, république socialiste au sein de laquelle les Arméniens forment une minorité chrétienne. Entre ces deux ethnies commence un conflit qui fragilisera encore l'URSS à ses frontières. L'année 1988 sera celle de l'apogée des conflits dans le Caucase. Les autorités centrales de Moscou commencent à perdre le contrôle face aux affrontements entre Azerbaïdjanais et Arméniens.
Pourtant, Gorbatchev refuse d'apporter des modifications au statut du Haut-Karabakh, qui fait toujours partie de l'Azerbaïdjan. À partir du mois de décembre, la milice soviétique s'installe dans la ville de Bakou, capitale de la région et haut lieu des affrontements. Le pouvoir central de Moscou y pratiquera une répression féroce qui n'empêchera pas les troubles de s'étendre dans les régions plus rurales et plus proches des frontières. Les conflits ethniques dans le Caucase sont l'une des causes de la déstabilisation du pouvoir en URSS, et d'ailleurs encore aujourd'hui c'est une région qui pose des difficultés à Moscou. L'idéal de fraternité des peuples porté dès la création de l'URSS au début des années 1920 montre ici ses limites. Dans le reste des républiques soviétiques, le mouvement indépendantiste lancé par les républiques baltes commence à se répandre et à trouver des échos. En Moldavie, avec le début d'un mouvement national moldave. En Biélorussie, avec la montée du mouvement pro-démocratique et indépendantiste. Et en Ukraine, avec la création d'un front démocratique pour promouvoir la perestroïka. Gorbatchev se trouve ici en quelque sorte dépassé par ses propres réformes initiées en 1985, dont les objectifs de libéralisation ont été repris et largement dépassés par des mouvements locaux et nationaux qui en profitent pour former des véritables projets d'indépendance d'un pouvoir désormais perçu comme castrateur et obsolète. Aux frontières du Caucase, aux frontières avec l'Europe de l'Est, au sein même du parti, l'URSS est en 1988 une sorte de cocotte minute où le moindre événement risquerait de déclencher une guerre civile. Mais ces tensions peuvent s'apaiser via de nouvelles pratiques démocratiques. Au printemps 1989, les citoyens du RSS exercèrent un choix démocratique pour la première fois depuis 1917 pour élire les représentants au Congrès des députés du peuple de l'URSS récemment créé. Les réformateurs utilisèrent cette élection comme plateforme de débat et de critique, poursuivant ainsi la libéralisation du régime. Pour la première fois, des candidatures d'opposition au parti sont autorisées. Ces élections, parfois qualifiées de premières élections libres en URSS, furent un relatif succès, avec un taux de participation assez élevé et une large majorité de sièges tout de même remportés par les membres du Parti communiste à hauteur de 88%. En politique internationale, c'est durant l'année 1989 que Gorbatchev abandonne la doctrine voulue par Brejnev, qui prévoyait un étroit contrôle des États du pacte de Varsovie, comme la République tchèque ou la Hongrie. Pour rappel, le pacte de Varsovie avait été créé en 1955 en réaction à l'OTAN des Américains. C'était une alliance permettant une emprise militaire de l'armée rouge sur ses alliés quelque peu forcés d'Europe de l'Est, ceux qualifiés de pays satellites de l'URSS. Cette alliance, marquant militairement l'opposition entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est pendant la guerre froide, cesse donc d'exister en pratique en cette année 1989. Et ce premier mouvement est bien entendu confirmé après l'effondrement du mur de Berlin en novembre 1989, à la suite duquel plus aucun pays d'Europe de l'Est ne prête allégeance à Moscou. C'est désormais toute une partie de l'édifice bâti par l'URSS qui s'ébrèche. Rappelons aussi que c'est durant l'année 1989 que l'URSS se retire de l'Afghanistan, après 10 ans de conflit pour soutenir l'instauration d'un pouvoir communiste dans le pays face aux rebelles moudjahidines soutenus par les Occidentaux. Cette guerre, la seule menée directement par l'URSS en dehors de la Seconde Guerre mondiale, fut un échec retentissant pour l'Union qui perdit de nombreux soldats de l'armée rouge et qui permit aux Américains d'asseoir leur influence dans la région d'Asie centrale. L'année suivante, l'année 1990, la transition du communisme au capitalisme est entamée en URSS, mais l'ouverture du marché est catastrophique, à tel point que Gorbatchev fut obligé de demander une aide humanitaire aux États-Unis pour nourrir sa population, autre signe d'un modèle qui admet progressivement son échec. Cette même année, le 11 mars 1990, la Lituanie est officiellement la première république soviétique à se séparer de l'URSS. Elle fut rapidement suivie de l'Estonie et de la Lettonie, et bien que ces décisions ne soient pas officiellement reconnues par Moscou, c'est le début du morcellement de l'URSS qui se poursuivra durant toute l'année 1991. En mars 1991, Moscou pose directement une question au peuple. Doit-on transformer le modèle de l'URSS, et si oui, pour quel modèle ? C'est le premier référendum de l'histoire de l'URSS. 50% des soviétiques votent
parmi lesquels 75% approuvent l'idée d'une nouvelle union, une union moins centralisée, une fédération de républiques indépendantes avec pour seule politique commune une politique étrangère et militaire. Le résultat de ce référendum fut l'occasion d'une vive réaction de la nomenclatura et d'un revirement autoritaire du pouvoir central de Moscou sous la pression des conservateurs qui s'organisèrent pour stopper net cette réforme. Ces conservateurs firent une tentative de coup d'État, connue sous le nom de putsch de Moscou, en août 1991. Parmi eux, on trouve plusieurs hauts dirigeants de l'URSS, dont le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef du KGB. En quelques jours, ils mirent Gorbatchev en résidence surveillée et coupèrent toute communication dans l'objectif de s'emparer du pouvoir. Mais l'opinion publique, surtout à Moscou, ne suivit pas ce coup, et des manifestations publiques s'organisèrent rapidement pour le faire échouer. Boris Yeltsin, qui était alors devenu entre-temps le président de la Russie au sein de l'URSS, prit position en condamnant la manœuvre des conservateurs et la tentative de putsch, ce qui ne fit qu'accroître sa popularité auprès du peuple de Moscou. Après 3 jours seulement, ce coup d'État fut brisé, marquant l'impossibilité pour les partisans d'une ligne conservatrice de faire entendre leur voix. L'URSS était vouée à disparaître avant la fin de l'année. À partir de là, les événements s'enchaînent vers l'effondrement définitif de l'Union soviétique. Gorbatchev, suite au putsch manqué, démissionne de ses fonctions de secrétaire général du parti le 24 août. Il reste cependant le président de l'URSS. Mais entre les mois d'août et de décembre, 10 républiques de l'Union déclarèrent de manière unilatérale leur indépendance, parmi lesquelles l'Ukraine et la Biélorussie, pays qui participèrent à la journée décisive du 8 décembre. Ce 8 décembre, donc, a lieu une rencontre informelle entre Boris Yeltsin et les représentants de l'Ukraine et de la Biélorussie, Gorbatchev n'en étant pas informé. C'est lors de cette réunion qu'est créée la Communauté d'États indépendants, la CEI, en remplacement de l'URSS qui cesse dès lors d'exister en tant que sujet de droit international. À peine 2 semaines plus tard, le 21 décembre, les représentants de 11 des 12 républiques restantes en dehors de l'Ukraine et de la Biélorussie, c'est-à-dire toutes sauf la Géorgie, signèrent le protocole d'Alma-Ata qui confirmait la dissolution de l'URSS et établissait officiellement la naissance de la CEI. Entre-temps, Gorbatchev avait été informé de cette décision à propos de laquelle il fit une déclaration publique marquante, appuyant sa déception et même sa colère face à cet acte qu'il considère comme une atteinte à des siècles d'édifices politiques. Il fut ici la victime de ses propres réformes initiées en 1985, dont l'aboutissement fut non pas celui d'une transformation de l'Union, mais celui de son effondrement. Le matin du 25 décembre 1991, Gorbatchev démissionna de son poste de président de l'URSS dans un discours télévisé. Il déclara sa fonction éteinte et tous ses pouvoirs furent cédés à Boris Yeltsin. Le même jour, le nom légal de la Russie fut changé de République socialiste fédérative soviétique vers celui de Fédération de Russie, montrant qu'elle était désormais un État souverain. Dans la soirée du 25 décembre, après le départ de Gorbatchev du Kremlin, le drapeau soviétique fut baissé pour la dernière fois, marquant symboliquement la fin de l'Union soviétique, et le drapeau tricolore russe fut relevé à sa place, marquant symboliquement la renaissance de la nation russe. Dans son dernier discours officiel, Gorbatchev défendit son bilan en matière de réforme intérieure et de détente, mais concéda que l'ancien socialisme s'est effondré avant qu'un nouveau, plus humain et plus scientifique, ne soit prêt à fonctionner. Le lendemain, le 26 décembre, la dissolution de l'Union soviétique fut votée par le Conseil des républiques et l'URSS cessa totalement d'exister. C'était il y a 30 ans maintenant, et pourtant l'héritage de l'URSS reste encore très vivace. Marqué par ses contradictions durant tout le temps de son existence, les vestiges qu'elle laisse et l'entretien de sa mémoire sont eux aussi l'objet de paradoxes et de débats. Entre nostalgie et diabolisation, l'URSS reste un modèle qui divise, et bien que son existence ait cessé en 1991, sa force idéologique reste vive, étant forcément sujette à des réinterprétations et des perversions.
L'histoire a montré qu'un modèle paraissant aussi puissant et indéboulonnable que celui bâti par Lénine et ses successeurs peut pourtant s'effondrer en quelques années seulement, sous la pression conjointe de ses dysfonctionnements internes et de ses provocations externes, sur fond de contexte économique désastreux. Par la volonté de quelques-uns de ses dirigeants et par celle des peuples qui la composaient, l'URSS a disparu et appartient désormais à l'histoire.